Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Dorian Moreau et aujourd'hui nous allons évoquer la question du genre dans le vêtement. Au mois de février 2013, le Sénat abroge une loi modifiée pour la dernière fois en 1909, obligeant les femmes désirant porter un pantalon à se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation, sauf si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Bien que cette décision puisse prêter à sourire, tant le port du pantalon féminin est une pratique courante et quotidienne, elle est en réalité révélatrice de l'injonction du genre, masculin ou féminin, porté sur le vêtement. Pantalon masculin, jupe et robe féminine, à chaque vêtement est accolée une identité genrée. Et bien que certains arrivent à glisser du masculin au féminin, comme ici le pantalon, la réciproque est loin d'être une réalité, la jupe étant encore fortement liée au genre féminin. D'où vient cette séparation entre vestiaire masculin et vestiaire féminin? La question se pose car en effet cela n'a pas toujours été le cas. Il suffit de jeter un œil sur notre histoire occidentale. La mode de la Rome antique ne connaît pas cette distinction. Hommes comme femmes portent dans la vie civile la toga, la fameuse toge telle que représentée sur ces deux exemples. Même chose au début du Moyen-Âge, où hommes et femmes portent des variantes d'un vêtement unique, long et ample, surnommé la cotte. Il faut attendre le XIVe siècle pour voir s'opérer un changement, à la faveur de la guerre de Cent Ans. Le vestiaire militaire qui s'y développe va commencer à être adopté à la vie civile par les jeunes nobles, qui vont dès lors revêtir un pourpoint haut court qui révèle des jambes moulées dans des bas nommés chausses. Ainsi commence à apparaître la distinction entre vêtements masculins et féminins, qui va se poursuivre et s'intensifier dans les siècles suivants. Tandis que les hommes montrent des jambes vigoureuses aux mollets bombés, dignes de leur rang de guerriers, les femmes circonscrivent leurs jambes dans des robes amples, limitant leurs déplacements et protégeant leur sexe, allant de pair avec la prétendue passivité liée à leur genre. Le XIXe siècle garde cette distinction au niveau des jambes, mais il en apporte également une autre, au niveau du décorum des vêtements. Alors que la mode aristocratique d'Ancien Régime encourageait une débauche de motifs et de décors pour les deux genres, l'émergence de la classe bourgeoise, travailleuse, se plaçant contre l'oisiveté et l'ostentation noble, va aller concomitant avec une mode masculine aux couleurs sombres, sobres, voire austères. À quel moment les femmes se sont-elles approprié le pantalon masculin? Ce fut un changement progressif qui débute à la fin du XIXe siècle avec la démocratisation du vélocipède et du sport en général. Pour être plus à l'aise dans leurs mouvements, les femmes commencent à adopter des vêtements comme le bloomer, du nom de sa créatrice Amelia Bloomer, pantalon ample dont le but est d'imiter une jupe tout en possédant le confort de la séparation des jambes. Le XXe siècle va ensuite consolider ce port du pantalon féminin, que ce soit via la mode orientalisante de Paul Poiret, les créations d'Yves Saint-Laurent ou encore la mode unisexe de Pierre Cardin. Si les femmes se sont appropriées le vestiaire masculin, est-ce que la réciproque est exacte? Cela a pu être le cas à la fin du XVIIe siècle, au début du règne de Louis XIV, avec la mode dite de la ringrave. La ringrave était un bas extrêmement bouffant, qui pouvait être un pantalon imitant une jupe, voire une jupe tout court portée sur un sous-vêtement dans le cas de la ringrave jupon. Dans tous les cas, la séparation entre les jambes était invisible, si bien que des auteurs comme Molière en parlaient comme d'une sottise, d'une étrangeté hermaphrodite. Cet exemple montre en tous les cas que la séparation entre vêtements masculins et féminins reste poreuse, l'histoire de la mode regorgeant de contre-exemples de cette distinction. A bientôt